Pourquoi faut-il voter la proposition de loi d'Eva Sas et de Clémentine Autain consistant à définir un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches de 2%, plus connu sous le nom de taxe Zucman, du nom de l'économiste qui a imaginé ce dispositif. Auditionné par la commission d'enquête sur les déficits 2023 et 2024, Gabriel Attal a reconnu que l'augmentation du déficit était due non à une augmentation des dépenses, mais à une baisse des recettes. Et qu'en conséquence, il avait pensé matin, midi et soir à comment, non pas augmenter les recettes, mais baisser les dépenses. Ou comment soigner de force la jambe tout à fait saine d'un malade qui vient vous consulter pour une douleur au ventre. Cette proposition de loi a pour objectif justement de commencer à soigner l'état financier de notre pays en agissant sur le problème là où il se trouve. L'Institut des politiques publiques rappelle que l'impôt passe de 46% pour les 0,1% les plus riches à seulement 26% pour les 0,0002% les plus riches. Le système fiscal est donc devenu régressif au profit des milliardaires ou des quasi-milliardaires. Oui, les ultra-riches décrochent. Selon Oxfam, entre 2019 et 2024, au cours du mandat d'Emmanuel Macron, les milliardaires ont augmenté leur fortune de 13 millions d'euros par jour. J'ai bien dit par jour. Oui, les ultra-riches décrochent. Selon les chiffres de l'INSEE et du magazine Challenge, les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur patrimoine sur la même période entre 2017 et 2023. Certains groupes politiques opposés à cette mesure avancent des arguments spécieux destinés à agiter des craintes artificielles. Les mêmes qui d'ailleurs n'avaient pas pu empêcher l'adoption de cet impôt par amendement lorsqu'il a été présenté à notre Chambre au cours de la discussion budgétaire sur les recettes et avant que le 49.3 de François Bayrou le balaye. Arrêtons-nous donc une seconde sur les termes du débat. On nous dit que tous les ménages aisés sont concernés. C'est faux. Ni les 10% les plus riches, dont le niveau de vie commence à 68 000 euros par an, ni les 1% les plus riches, dont les revenus commencent à 120 000 euros annuels. Elles ne concernent que les 0,01% les plus riches, celles et ceux dont la fortune dépasse 100 millions d'euros. On parle de si peu de personnes qui ont pourtant le devoir républicain de contribuer tellement plus à notre société. Rien que 4 000 individus qui doivent 15 à 25 milliards d'euros à la France. C'est absolument vertigineux. On nous dit que les milliardaires mériteraient leur argent, alors que selon Oxfam, et pour la première fois, les personnes devenues milliardaires en 2024 sont plus nombreuses à tenir leur fortune de l'héritage que de l'effort de l'entreprise. Et selon Forbes, 100% des milliardaires de moins de 30 ans ont hérité de leur fortune. Or, quand il n'y a qu'héritage, quand la seule naissance produit une caste, on parle de noblesse, et donc on ne peut plus parler de mérite, sans parler du fait que la plupart de ces personnes doivent leur richesse au travail des salariés de leur entreprise. On nous dit également que les milliardaires vont s'enfuir, alors qu'en novembre 2024, les économistes Jacobsen, Kleven et Landais ont conclu qu'au Danemark et en Suède, il n'y a pas eu d'exil fiscal en réaction à une augmentation de 1 point de la tranche la plus haute de l'impôt sur la fortune. Le stock de contribuables fortunés diminuerait seulement de moins de 2% à long terme et l'effet sur l'emploi et l'investissement est presque nul, de l'ordre de moins 0,05% à moins 0,07%. Les 15 à 25 milliards d'euros supplémentaires apportés par cet impôt compenseront ces effets marginaux et les 23,5 milliards d'euros de coupes budgétaires sur l'État qui ont été la marque du budget de François Bayrou. Par exemple, moins 1,5 milliard sur le logement, moins 1,5 milliard aussi sur la recherche, moins 2,6 milliards sur l'écologie, des centaines de millions sur l'école, l'agriculture, la santé. Vous avez compris qu'il faut faire payer les ultra-riches un peu plus d'impôts que de faire payer ça à tous les Français par la baisse de ses dépenses publiques. En parlant du Danemark, d'ailleurs, je rappelle aussi que la France n'est en rien championne d'Europe des impôts et des prélèvements obligatoires, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Le Conseil des prélèvements obligatoires rappelait en octobre 2024 que le Danemark, justement, mais aussi la Belgique et l'Allemagne, imposent de 10 à 15 points de plus que la France les personnes en haut de l'échelle des revenus. Tout en haut de l'échelle des revenus, la France est au milieu en Europe des prélèvements obligatoires et plus du tout championne comme on a essayé de le dire. Les faits sont donc établis. Pourtant, il reste d'autres fausses questions auxquelles je veux aussi répondre. Faut-il inclure les biens professionnels ? Bien entendu, car cette terminologie est trompeuse. L'économiste Lucas Chancel le rappelle, la différence entre un patrimoine d'1 million d'euros et un patrimoine de 100 millions d'euros, c'est qu'à 100 millions d'euros, les biens professionnels, ce sont en réalité des actifs financiers. Pour le dire clairement, les biens professionnels de Bernard Arnault, ce sont des actions LVMH, pas des machines à coudre.
Cet impôt est-il constitutionnel? Je note que les récents travaux de l'Institut des politiques publiques sont susceptibles d'infléchir la dernière jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans tous les cas, j'invite mes collègues à ne pas préempter les arbitrages du Conseil et à lui laisser le loisir de clarifier sa jurisprudence en contrôlant ses choix.